Le compte à rebours est lancé. La mobilisation massive doit se poursuivre d'ici le 20 juillet. Mettez TVL hors de danger. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Immédiat, l'émission qui passe au crible les journaux et les journalistes français. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, avant de commencer cette émission, j'ai un petit message à faire passer aux téléspectateurs d'Immédiat. Il nous reste 5 jours seulement de campagne de dons. Vous voyez notre petite publicité depuis plusieurs semaines maintenant. Je voudrais m'adresser particulièrement à ceux qui ne donnent pas et qui regardent Immédiat. Il faut soutenir TV Liberté. Si vous voulez qu'une émission comme Immédiat perdure, il faut nous soutenir. Alors je vous invite à donner et à participer à cette campagne de dons pour TV Liberté. C'est notre seul apport financier. Le programme d'Immédiat, une fois que les choses sont dites, le voici. Nous allons revenir sur le budget, cette fois-ci présenté par Monsieur Bayrou. Et puis, en deuxième partie, nous reviendrons sur le scandale pédocriminel de Pierre-Alain Coutinho, un ancien militant LFI. Et vous verrez que les journaux de gauche ne se précipitent pas particulièrement pour traiter cette affaire. On reviendra ensuite sur les pastilles de l'information et le portrait piquant, bien sûr, qui sera une rediffusion consacrée à Monsieur Drucker, l'occasion d'évoquer, bien sûr, la disparition de Monsieur Ardisson, qui ne lui a pas survécu. Si le programme vous plaît et si vous voulez soutenir Immédiat, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le pouce en l'air, à nous laisser un commentaire juste en dessous. Certains écrivent simplement référencement. Il n'y a pas besoin d'être très créatif non plus. Cela suffit et cela permet vraiment de mettre en valeur notre émission dans l'algorithme de YouTube. Si vous êtes prêts, c'est parti. L'image, ou plutôt les images cette semaine, elles tournent tout autour de Monsieur François Bayrou, notre Premier ministre, qui a présenté un peu le budget qui cache la forêt. Effectivement, il avait une mission importante. Il lui fallait réduire le déficit en France à 4,6% du PIB grâce à 43 milliards d'euros d'économies qui ont été annoncés en grande pompe dans les médias, avec un mot quand même qui est revenu à bien des reprises. On a Courrier International qui nous parle d'annonce choc, France Bleu qui nous parle de propositions choc, Les Échos, régime choc, Champagne FM, le budget choc, BFM TV, les annonces choc. Toute la presse a utilisé la terminologie choc, alors que globalement, on est plutôt resté sur des sujets chics, si je puis continuer sur cette allitération, Jean-Yves, parce que ce prétendu choc, évidemment, se garde bien d'intervenir et de s'attaquer aux sujets qui fâchent, c'est-à-dire l'immigration, l'Union européenne, la guerre en Ukraine, la fraude sociale, l'insécurité, etc. Jean-Yves, vous avez évidemment un commentaire à faire. Oui, le mot choc est tout à fait abusif pour la raison que vous avez invoquée, à savoir qu'on ne traite pas les choses fondamentales. On va raboter un peu, on va rajouter de l'impôt comme d'habitude, on va raboter un peu, mais il n'y a pas vraiment de choc. Et notamment, on nous dit 45 milliards, ça paraît beaucoup 45 milliards, mais le déficit il est de 170 milliards. Donc c'est à peine le quart du chemin qui reste à accomplir pour rétablir un équilibre budgétaire. Ce qui serait évidemment nécessaire et qui sera nécessaire un jour. Donc choc, oui. Moyen. Bon, moyen. Comme on va le voir en continuant, les médias ont ensuite polarisé sur une petite partie du discours de François Bayrou. Et cette petite partie, ce sont bien sûr
les jours fériés. On a François Bayrou qui a proposé effectivement la suppression de 2 jours fériés, lesquels, eh bien, le lundi de Pâques et le 8 mai. Alors là aussi, il y a beaucoup de commentaires à faire, Jean-Yves. Oui, alors, je crois d'abord qu'il y a un aspect leurre dans l'affaire. L'heure, on polarise sur les jours fériés et pendant ce temps-là, on laisse passer la hausse d'impôts parce qu'il y aura quand même de la hausse d'impôts. C'est essentiellement des hausses d'impôts, les 45 milliards. Bon. Et le leurre est double parce qu'on lance 2 jours fériés, comme ça, ouais, le 8 mai et le lundi de Pâques, en fait, pour abandonner à terme le 8 mai, parce qu'on expliquera que c'est pas possible compte tenu de ce que le 8 mai commémore, et comme ça, on supprimera le lundi de Pâques, comme on a supprimé, comme Raffarin a supprimé, ou plus ou moins supprimé, il y a 20 ans, le lundi de Pentecôte. Sauf que, indépendamment de l'aspect religieux de ces fêtes traditionnelles, c'est aussi ce qui permet à la fois les 3 jours de Pâques et les 3 jours de Pentecôte, un certain nombre de fêtes votives, de fêtes familiales, de fêtes communautaires. Et donc, finalement, c'est pas neutre, c'est un élément de destruction du tissu social pour un bénéfice, en vérité, assez dérisoire. Ouais. Ce n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est les structures de dépenses. Les structures de dépenses, c'est la transition écologique qui coûte 25 milliards en pure perte, c'est l'immigration qui coûte 50 milliards à minima, on y reviendra. Voilà, c'est ça les vraies réformes qu'il faudrait. C'est le gaspillage associatif, c'est les agences d'État, tout ça, on n'y touche pas et on lance dans le débat ce malheureux lundi de Pâques qui est un élément de convivialité. En demandant encore une fois à la France qui travaille de participer parce que ce sera Nicolas qui payera et Nicolas qui ne pourra plus fêter son lundi de Pâques. Alors les oppositions se sont déjà positionnées, ça y est Jean-Yves, elles commencent à agiter la menace de la censure du gouvernement Bayrou. Peut-être vous avez un commentaire à faire, alors ça a été annoncé pour l'instant par la gauche et par le Rassemblement national. Oui, bah alors c'est aussi du jeu politique, parce que on annonce la censure, c'est le minimum, soit pour la voter, soit pour qu'on vous donne des arguments de ne pas la voter en acceptant certaines de vos propositions. Donc c'est aussi l'ouverture d'une négociation. Comme dirait le président Trump, c'est l'ouverture du deal. Voilà. Oui. J'annonce la censure pour éventuellement, ça vaut pour la gauche, pour les socialistes comme pour le RN, pour éventuellement la retirer si j'obtiens quelques satisfactions réelles, pratiques ou symboliques. Voilà. Oui, ce sont beaucoup de tractations finalement qui sont cachées et recouverts parmi tout cet univers médiatique qui prend beaucoup d'espace, mais derrière les politiques, ça construit, ça marchande, ça nomine. D'ailleurs, il y a une nomination à la Cour des comptes qui n'est pas passée tout à fait inaperçue dans le même temps que ce budget. C'est Najat Vallaud-Belkacem qui arrive à la Cour des comptes. Et la Dépêche pose cette question. Ce choix est-il un marchandage politique ? L'ancienne ministre s'en défend naturellement. Cela avait été annoncé par le Canard enchaîné le 8 juillet dernier quand même, donc ils étaient un peu à la pointe de l'info. Semblerait-il que cette nomination permettrait la neutralité dans un second temps du groupe Parti socialiste lors du vote du budget à la rentrée en septembre. Vous avez peut-être un commentaire à faire là-dessus, elle va rejoindre M. Moscovici. Voilà, alors dans les corps d'État, il y a les nominations qui sont des promotions pour les gens qui sont dans le corps et qu'on promeut. Il y a des tours extérieurs pour les gens qui viennent d'autres administrations et qu'on nomme. Et puis il y a ce qu'on appelle les tours gouvernementaux où le gouvernement nomme un peu à sa main, à sa disposition, les gens qu'il veut nommer, en fait, qu'il veut récompenser. Et donc, Mme Vallaud-Belkacem, qui a prétendu passer un concours, c'est pas un concours, elle va être choisie par faveur gouvernementale, comme d'autres d'ailleurs ont été choisis par faveur gouvernementale. Il y a quelques années, Mme Fadela Amara, ancienne fondatrice de l'association Ni pute ni soumise, une variante de SOS Racisme, et qui avait été ministre de M. Sarkozy, avait été nommée inspectrice générale
des affaires sociales, c'est un peu le même esprit. Là, évidemment, on se dit peut-être qu'il y a peut-être un cadeau à M. Vallaud, qui est le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et dont Mme Vallaud-Belkacem est l'épouse. Voilà, donc c'est un peu... ça paraît un peu cousu de fil blanc. Ça n'a rien de très nouveau quand même. Oui, c'est habituel. Mais c'était bien de le souligner. Il y a un autre aspect peut-être, monsieur Moscovici est réputé pour nommer, promouvoir, avantager les gens qui viennent du Parti socialiste. Ce n'est pas un président neutre de la Cour des comptes, c'est un président militant, c'est un président engagé. Absolument, et c'est d'ailleurs spécifié dans le Canard enchaîné. Il commence l'article de la façon suivante. Reste une question, Jean-Yves. Fera-t-elle, notre Najat Vallaud-Belkacem, des rapports, des notes sur le coût de l'immigration depuis sa nouvelle position ? L'avenir nous le dira, mais c'est très peu probable. En tout cas, voici un petit rapport qui est passé assez inaperçu dans la presse suite à des données d'Eurostat qui nous révèlent que le taux d'emploi des immigrés en France est le deuxième plus faible de l'Union européenne. Un article de Valeurs Actuelles aura fait le travail sur le sujet. On nous explique qu'en France, il y a 1,7 million d'immigrés qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni à la retraite. Et on nous explique que ce taux d'emploi des descendants d'immigrés, donc la deuxième génération, est de 59,7%, donc moins élevé encore que la première génération d'immigrés en France. L'estimation du manque à gagner de cette position des immigrés en France, ce serait 100 milliards d'euros par an pour l'économie française, donc ce n'est pas tout à fait rien en effet, et 45 milliards d'euros également de recettes fiscales et sociales qui sont manquantes à cause de ce taux d'emploi extrêmement faible. Alors, l'immigration, le débat est clos. L'immigration, ça coûte. L'immigration, ça coûte cher. C'est un élément fondamental du déficit. Et on en rajoute tous les ans. Parce que cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, il va rentrer 500 000 étrangers supplémentaires. Et 500 000 étrangers supplémentaires, c'est potentiellement 50 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'un étranger entre, il faut créer des places dans les écoles, dans les hôpitaux, il faut créer des logements, il faut créer des places dans les transports. Alors on ne le crée peut-être pas immédiatement, mais si on ne le crée pas, on appauvrit l'ensemble de la population, et c'est bien ce qui se passe, mais je n'ai pas entendu une seule fois le mot immigration dans le discours de M. Bayrou. C'est l'éléphant au milieu de la pièce, c'est ce qu'on ne veut pas voir, et tant que ce tabou ne sera pas brisé, il n'y aura pas de solution budgétaire en France. Place maintenant à notre dossier du jour qui est consacré à la sordide affaire, très sordide affaire même, Pierre-Alain Coutinho. L'affaire débute en février dernier lors de la révélation de faits de viol particulièrement odieux puisque ce sont des viols sur une fillette handicapée de 4 ans, dont Pierre-Alain Coutinho avait la garde. Ça a été révélé par Le Parisien dans un premier temps. Ce sont eux vraiment qui auront fait le boulot sur cette affaire. Ils viennent de publier maintenant les suites de cette enquête qui nous plonge dans les actes de cet ancien militant LFI, mais également militant LGBT, très engagé dans l'ensemble du tissu militant et associatif. Organisant des gay pride. Organisant des gay pride, dans LGBT d'ailleurs, oui. LGBTQ+, et dans le plus, on n'exclut pas la pédophilie, voilà. Hein ? Alors, la deuxième partie de cette enquête nous révèle que Pierre-Alain Coutinho était à la tête d'un réseau pédocriminel, qu'il publiait des images. On nous parle de viol et de soumission chimique sur un enfant de 3 ans, mais également on revient sur un bébé de 4 ou 5 mois qui aurait été victime de ces agissements, des enfants qui ont été mis en laisse. Enfin, vraiment, le sordide du sordide. Je n'ai rarement entendu pire que cette affaire pédocriminelle. La photo que Le Parisien a choisi de mettre, elle n'est pas tout à fait neutre parce que les internautes ont évidemment retrouvé la source de l'image. Et la source de l'image, c'est Pierre-Alain Coutinho qui pose à côté de Manon Aubry.
Voilà. On a également d'autres photos qui ont circulé de Pierre-Alain Coutinho sur les réseaux sociaux. On a Pierre-Alain Coutinho qui organise une manifestation contre le harcèlement anti-LGBT et qui demande plus d'inclusion dans les programmes pour les enfants. L'un des membres qui porte la banderole derrière Monsieur Coutinho qui fait le discours, donc il était vraiment un personnage central de Loire-Atlantique, eh bien c'est Andy Kerbrat. Andy Kerbrat, si le nom ne vous dit rien, il s'agit du député de Loire-Atlantique de la 2e circonscription. Il a été interpellé le 17 octobre dernier pour achat de 3 MMC, c'est-à-dire une drogue qui est fréquemment utilisée pour pratiquer le chemsex. Et avec quel argent a-t-il acheté cette drogue? Bien sûr avec son enveloppe parlementaire, parce qu'on n'est jamais à quelques économies près sur le dos des Français. 25 000 € quand même d'argent de son enveloppe d'avance de frais qui ont été retirés en liquide ou vers son compte personnel, donc ce n'est pas tout à fait rien. Pierre-Alain Coutinho, je vous le disais, ancien militant LFI, ancien candidat. Est-ce que Libération fait un article sur Pierre-Alain Coutinho? J'ai cherché sur Google. Il n'y a rien qui ressort lorsqu'on tape Pierre-Alain Coutinho Libération. Je suis allée plus loin, je me suis rendue sur le site de Libération et j'ai cherché dans la barre des mots-clés. Aucun article de Libération. Très étonnant, vous me direz. On a France Info également, sur lequel j'ai recherché Pierre-Alain Coutinho. 0 réponse, 0 résultat sur Monsieur Pierre-Alain Coutinho à la tête d'un réseau pédocriminel. Et Le Monde non plus n'en parle pas. C'est étrange tout de même cette omerta. La gauche ne s'est réellement pas précipitée pour parler de cette affaire. Pourquoi ? Eh bien, il faudra répondre à cette question. Le seul article qui existe dans la gauche, c'est l'article de l'Humanité qui revient sur cette affaire en titrant « Des vidéos abjectes témoignent du terrifiant réseau pédocriminel de Pierre-Alain Coutinho ». Il mentionne bien que c'est un candidat de la France Insoumise, mais à la fin de cet article, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est qu'il parle de condamnation unanime de ces actes barbares. Je viens de vous démontrer, chers téléspectateurs, que c'était très loin d'être unanime, parce que Marianne aussi nous dit qu'il y a eu un choc à la France Insoumise. Enfin, personne ne s'est réellement positionné sur cet ancien candidat. Si le seul positionnement de la France Insoumise, c'est un communiqué de presse pour dire stop aux provocations indignes et aux insinuations écœurantes sur les réseaux sociaux par le groupe LFI du pays d'Annecy, d'Ancenis, pardonnez, j'ai ma langue à fourcher, dont était membre Pierre-Alain Coutinho. Donc il y a eu un coup de gueule, mais personne n'a dénoncé. Un coup de gueule pour se plaindre d'être assimilé à l'homme qui les représentait. Sauf que personne n'a condamné les actes de ce monsieur, c'est très dérangeant. Pourtant, la gauche est assez coutumière de pointer du doigt certaines personnalités qui dérangent. France Info, pas d'article sur Pierre-Alain Coutinho, mais un article sur Ludivine Daoudi, qui était candidate RN à Caen et dont on a fortuitement retrouvé une photo d'elle en train de porter une casquette nazie. Voilà, donc elle a même sa photo dans France Info, cette brave dame. Alors, c'est assez intéressant l'affaire, parce que c'est pas extrêmement... fin ni de bon goût de se déguiser ainsi, mais ça relève du carnaval. Et à l'époque, on en avait fait un scandale absolu. Dans toute la presse, on avait dénoncé. Alors bon, c'est tout à fait regrettable, mais entre un déguisement de carnaval et le viol d'enfants avec acte de barbarie dans un réseau pédocriminel, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et or, médiatiquement, le viol avec barbarie dans le cadre d'un réseau pédocriminel d'un candidat LFI, c'est l'occultation dans beaucoup de médias, en tout cas dans les médias de gauche, et cet acte de carnaval, c'est un scandale absolu. Et donc vous voyez le biais dans l'information. Quand on vous dit l'information n'est pas une opinion, mais si bien sûr, l'information
qu'on ne traite pas, c'est en fonction de l'opinion de celui qui ne la traite pas, et l'information qu'on traite, c'est aussi en fonction de l'opinion de celui qui la traite. On a également Caroline Parmentier qui a été largement criblée par les journalistes, et Libération qui dernièrement a pointé du doigt la députée RN, Laure Lavalette, en disant qu'elle rejoignait le troupeau des brebis galeuses parce qu'elle aurait des positions anti-De Gaulle et pro-OAS. Voilà, c'est le terme de brebis galeuse. Il vaut toujours mieux parler des brebis galeuses chez les autres plutôt que dans son propre troupeau. En l'occurrence, s'agissant de Caroline Parmentier, elle a eu des écrits quand elle écrivait dans le quotidien Présent, évidemment, qui est un quotidien catholique, donc elle a pu écrire des choses qui sont actuellement choquante par rapport à la vision de la gauche. Quant à Laure Lavalette, c'est une femme, je crois, de grande qualité. La qualifier de brebis galeuse est absolument honteux. Même si le mot a été utilisé très maladroitement par M. Bardella lors des élections de 2024. Et puis, Mme Lavalette va être candidate à Toulon, elle est candidate dans le Var, et dans le Var, il y a quand même une tradition pied noir qui garde quand même un assez mauvais souvenir de la fin de la guerre d'Algérie, où il faut quand même rappeler qu'il y a 1 million de personnes qui ont eu le choix entre la valise et le cercueil. C'est pas absolument choquant de rappeler cet épisode quand même assez triste de l'histoire française, et Madame Lavalette a sans doute bien raison de le faire. Mais ça, c'est scandaleux, évidemment. C'est une opinion, c'est scandaleux. Voilà. Place maintenant au pastis de l'information. On débute ces pastilles de l'information avec un petit historique d'une manipulation bien française. Vous allez voir, la France est-elle le premier adversaire de la Russie? C'est ce qu'a évoqué le SEMA, le général Burkhard. Jean-Yves, avant qu'on l'écoute, peut-être une petite présentation de ce personnage qui est le chef d'état-major des armées françaises. Oui, alors, on peut dire qu'il y a 2 carrières, comme beaucoup chez les officiers. Il y a une carrière opérationnelle dans un régiment de Légion, et puis après, il a fait beaucoup une carrière d'état-major, et notamment, c'est assez intéressant de le noter, une carrière dans la communication. Il a d'abord été adjoint pendant 2 ans du chef de la communication, du chef d'état-major de l'armée de terre. Et puis après, il a été pendant 3 ans le chef de la communication du chef d'état-major de l'armée de terre. Vous voyez que c'est assez intéressant, puisque qu'est-ce qui permet de devenir chef d'état-major de l'armée de terre et même de l'état-major, de l'ensemble de l'état-major des armées, c'est d'avoir fait une carrière dans la communication. Et bien là, le général Burkhard, il a fait de la communication sur commande de M. Macron. Eh bien, vous allez l'écouter. Il avait donné une conférence de presse assez exceptionnelle le 11 juillet dernier, juste avant donc notre fête nationale. Je vous propose qu'on l'écoute, c'est très intéressant, vous allez voir. Enfin, il y a la Russie, et qui constitue la dernière partie de mon exposé, un autre grand compétiteur qui a ouvertement désigné la France comme son premier adversaire en Europe. Pas moi qui l'ai dit, c'est la Russie qui l'a dit. Alors, la Russie, elle est partie prenante de toutes les menaces que je viens de décrire depuis le début à la fin, et elle constitue à ce titre une menace, ou presque toutes, une menace durable, proche, et qui est pour moi la plus dimensionnante. Tout d'abord, la Russie, c'est une vraie puissance militaire, conventionnelle et nucléaire, et c'est quelque chose qui est assumé. En fait, la Russie est construite sur son système de force, et elle y consacre aujourd'hui encore des efforts énormes, colossaux, qu'on a du mal à imaginer. Elle a tous les attributs d'un État totalitaire. C'est un univers qui est relativement fermé. Quand je dis ça, je ne choque personne. Une capacité de décision très centralisée. Et également un conditionnement de la population dès le plus bas âge, qui est quelque chose qui est à bien prendre en compte. Alors, un conditionnement de la population dès le plus bas âge, ça n'est évidemment pas le cas en France, oui, où les livres pour enfants sont idéologiquement orientés, où dès la maternelle et dès l'école primaire, on fait de la formation idéologique.
Mais c'est en France. C'est le problème, c'est en Russie, c'est pas en France. C'est juste en Russie. Petite précision, j'ai dit qu'il avait été chef de la communication du chef d'état-major de l'armée de terre. Non, c'est chef de communication du chef d'état-major de toutes les armées. Voilà, oui, j'apporte la précision. Alors évidemment, BFM TV, en diffusant cet extrait, le titre de la façon suivante, il titre « La Russie a ouvertement désigné la France comme son premier adversaire en Europe ». Toute la presse a repris, tant et si bien qu'à un moment, on s'est demandé si réellement la Russie avait réellement tenu ce genre de propos. Cela a été vérifié par TF1 Info et LCI. D'ailleurs, ils disent que c'est plutôt vrai. Vous allez voir cette assertion. Donc, on pose la question, voilà, Vladimir Poutine a-t-il vraiment désigné la France comme son adversaire principal en Europe ? Eh bien, le texte commence de la façon suivante. S'il n'existe pas de déclaration officielle en ce sens, Moscou a pris Paris pour cible à plusieurs reprises. Tiens, bon, dans le cadre de campagnes de désinformation. Moi, j'ai cru presque qu'on s'était pris des roquettes quand ils annoncent cela. Mais dans quel contexte et à quel moment le chef d'État a-t-il tenu ses propos ? Donc voilà, on continue de dérouler l'article. Nous n'avons retrouvé aucune trace d'une telle déclaration par Vladimir Poutine, ni sur les réseaux sociaux, ni dans la presse russe, ni dans les agences de presse, ni dans les déclarations officielles du Kremlin. Bon, c'est embêtant tout de même tout ça. Le général ajoute, semble s'être inspiré d'un récent sondage auprès de la population russe qui indique que la France, à 48%, est le pays qui entretient les relations tendues et hostiles avec la Russie, ceux devant le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Ukraine, ça on pouvait s'en douter, et les États-Unis. Voilà. Donc en fait, on passe d'un propos qui s'inspire en fait d'un sondage qui n'a pas été tenu ni par le président c'est de la fumisterie. Le ministère des Armées, d'ailleurs, a été contacté par les vérificateurs et il a confirmé qu'il s'agissait d'une figure rhétorique et que le général avait employé le nom Russie pour dire Poutine ou l'inverse, on ne sait plus très bien. Le général qui est un spécialiste de la communication et donc de la désinformation. On a deux problèmes en fait qui s'exposent à nous maintenant, Jean-Yves, qu'on a ce propos qui a été largement diffusé dans la presse. Mais qui est efficace parce que c'est ce que l'opinion retient. Bien sûr. L'opinion retient, on lui dit la Russie nous désigne comme ennemi, alors qu'en vérité c'est Macron qui passe son temps à titiller la Russie, avec d'ailleurs des conséquences assez graves sur le plan diplomatique, ça, c'est certain. Puisque l'Indonésie, qui a participé au défilé militaire, le président indonésien n'a pas participé au dîner qui a suivi, ni aux présentations de matériel militaire, à cause précisément des positions de géopolitique de Macron, alors que c'est un pays qui nous achète des Rafales. Donc c'est absolument fou. C'est compliqué. Alors ça signifie quand même que le chef d'état-major des armées présente des versions manichéenne de la réalité pour servir son propos. Et deuxièmement, cela signifie aussi que la presse, dès lors qu'elle a quelque chose qui vient servir son narratif, elle reprend l'information sans la vérifier, ce qui est quand même, me semble-t-il, le premier boulot d'un journaliste. La vérification dans TF1, elle finit de la façon suivante. Vladimir Poutine, de toute façon, a déjà tenu des propos menaçants à l'égard de la France et il rappelle donc la réponse de Poutine à Emmanuel Macron qui avait proposé de protéger l'Europe par le parapluie nucléaire français. À cette époque, on se souvient, Vladimir Poutine avait fait référence à l'issue de la campagne de Napoléon Bonaparte contre Moscou, c'était en 1812, qui s'était conclue par une retraite française désastreuse. Moi, ça me fascine qu'on parle de propos menaçants quand il s'agit en réalité du rappel d'une défaite. Oui. Voilà, c'est pas très agréable, mais c'est pas menaçant. Et il conclut de la façon suivante, la Russie mène régulièrement des campagnes de désinformation visant la France, ce qui nous mènera à notre deuxième pastille juste après, Jean-Yves, si vous n'avez pas de commentaires à faire. Non. Eh bien, très bien. Deuxième pastille. La désinformation par la Russie. On continue un peu sur la même thématique. L'enquête du 20h de BFM TV a fait un gros dossier là-dessus. La Russie dépenserait 1,5 milliard d'euros, rendez-vous compte, par an, pour inonder la France et le monde de fake news. Je vous propose d'écouter les journalistes de BFM TV. Guerre de désinformation que mènent les Russes et comment ce mode opératoire est devenu un vrai business pour la Russie. Oui, et les chiffres donnent le tournis. Le Kremlin dépenserait autour d'1,5 milliard d'euros par an pour inonder le monde en général et la France en particulier
de fake news. Ces entreprises-là, elles sont financées par le Kremlin, mais pas que. Oui, et par nous aussi, indirectement, puisque tous les faux sites, les vidéos YouTube et les publications sur les réseaux sociaux occidentaux font du clic, beaucoup de clics, et donc beaucoup de pubs. Selon une étude sérieuse, 2,6 milliards de dollars par an. Alors selon une étude sérieuse, il est trop mignon, il est Oui. trop mignon. Il cite une étude sérieuse. Alors, c'est quoi survendre le propos, C'est hein, quand quoi, même, hein, c'est aux quoi cette téléspectateurs. étude sérieuse? C'est une étude De de l'organisation NewsGuard. Et qu'est-ce que c'est que NewsGuard? C'est une organisation dont le principal acteur du comité du conseil consultatif du conseil de direction est l'ancien Michael Hayden, ancien directeur de la CIA. Donc c'est dire s'il n'y a pas de risque de désinformation ni de manipulation. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. D'ailleurs, il ne cite pas, il dit une étude sérieuse, une étude sérieuse, mais on cite pas, mais ouais. on ne cite pas. C'est quand même plus sûr. Alors que l'honnêteté consistera à dire, d'après une étude de NewsGuard, et de dire NewsGuard, qui est une officine américaine. Une officine américaine, voilà, il n'y a pas de mal à ça d'ailleurs, mais il faut dire les choses. D'ailleurs, je me suis rendue sur NewsGuard, moi, pour vérifier son chiffre de 2,6 milliards de financement de la désinformation, parce que en réalité, l'étude de NewsGuard, elle dit ceci. Aucune entité n'est en mesure de déterminer le montant exact de la pub sur des sites de mésinformation. Les plateformes numériques ne rendent pas publiques leurs données sur le montant des recettes. Donc en réalité, il s'agit en plus d'une estimation totalement fumeuse de la part de NewsGuard, qui sont bien sûr, eux, des spécialistes, là où les autres ne peuvent pas le faire. Enfin, c'est de la magie. Bon, il faut dire quand même que la désinformation russe, on nous la sert quand même tous les mois à peu près dans cette petite revue de presse que j'ai pu faire. On voit qu'en mai, on nous en parlait, en juin, on nous en parlait, et en juillet, on nous en remet une couche. On en a tout le temps. Comment est-ce que la désinformation russe nous empoisonne, nous bombarde de fake news? Ce serait peut-être d'une certaine façon par des outils d'intelligence artificielle, puisque le principe de cette désinformation apprend-on par exemple sur les sites de la défense.gouv, donc c'est très sérieux, et tout ça est expliqué par Viginum, c'est très très sérieux, et c'est financé par le contribuable français. On vous en parlait dans un précédent immédiat que je vous invite à aller voir. Viginum, il nous explique que il y a des dispositifs de désinformation comme Portal Combat, par exemple, qui est aussi connu sur le nom de Pravda Network, qui publie des millions d'articles depuis, par exemple, janvier 2025, et qui cumule 55 millions de vues sur ces millions d'articles. Alors, ils nous disent que ce volume colossal illustre l'ampleur et la persistance des campagnes de désinformation ciblant la France et ses institutions. Effectivement, on nous parle de millions, là comme ça c'est intéressant. Mais juste un petit rapide calcul, 1 million d'articles, 55 millions de vues, ça fait 55 vues par article. C'est quand même pas énorme. Donc là, on a encore un bel enfumage. Un bel enfumage. de Alors la Viginum. thèse, c'est que les articles, si tout ça est vrai, c'est à vérifier, c'est que ces articles nourriraient les intelligences artificielles qui se nourrissent de manière, qui pompent un peu tout. Et plus vous avez d'articles, mais je ne suis pas sûr que les intelligences artificielles pompent beaucoup des articles qui ne sont pas vus. Mais enfin, qui ne sont pas sourcés je ne sais pas. Là, ça dépend franchement, des intelligences artificielles et ça dépend des barrières qu'on a mises sur les intelligences artificielles. Et alors, vraiment, je continue un petit peu là-dessus. Il y a aussi des actions marquantes, nous explique Viginum sur ce site de la défense.gouv, donc très officiel, notamment des vidéos terribles de prétendument publiées par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, qui menace d'incendier la cathédrale Notre-Dame si la France ne libère pas un auteur d'un attentat de la basilique de Nice en 2020, mais aussi d'autres vidéos truquées qui affirment que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a racheté le nid d'aigle d'Hitler. Enfin voilà, tout ça est très sérieux. Moi j'appelle ça du trollage en fait, pas de la désinformation, si jamais on reste vraiment dans les termes d'Internet. Donc je ne sais pas si on a réellement des si grands spécialistes de ça qui s'occupent de nous en France.
Jean-Yves, d'ailleurs en France, en réalité, on surveille aussi les réseaux sociaux. Il faut quand même le rappeler. Bon, je vous parlais de Viginum, mais il y a aussi maintenant tout un faisceau d'associations, on en parlait la semaine dernière, comme SOS Racisme, la LICRA, qui vont être financées encore plus par le contribuable pour être en lien direct avec l'Arcom. Ces sites-là, en 15 ans, ils ont déjà touché 60 millions d'euros, mais on va les payer encore plus pour qu'ils puissent dénoncer directement avec l'Arcom les propos de la haine en ligne. On paye aussi 4 milliards d'euros quand même, un service public déplorable dont 2,5 milliards de cette somme reviennent directement à France Télévisions et à sa patronne Delphine Ernotte. Je rappelle aussi, pour avoir des éléments de comparaison, qu'aux États-Unis, l'UCED, elle a arrosé d'argent tous les pays du monde dans lesquels elle souhaitait influer. On se souvient qu'on parlait d'un budget avant l'arrivée de Donald Trump de 42 milliards de dollars annuels, dont des dépenses qui avaient évidemment particulièrement augmenté ces dernières années vers l'Ukraine, pour les soutenir face à la vilaine attaque russe. Donc voilà, 42 milliards de dollars pour influer dans le monde, VS 1,2 milliard pour balancer des fake news dans le monde. Il faut avoir des éléments de comparaison dans la vie, c'est toujours intéressant. C'est une vision plurielle des choses. Voilà. Jean-Yves, on vient d'apprendre que le média Brut va bientôt être racheté par un milliardaire franco-libanais. Il s'agit de Rodolphe Saadé, qui est déjà propriétaire via CMA-CGM, notamment de la Provence et de d'autres petits médias régionaux, de la presse quotidienne régionale. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette annonce ? Si vous voulez, Brut, c'est un peu un média alternatif de gauche. C'est-à-dire qu'il publie des vidéos, qu'il publie des podcasts, et avec un angle essentiellement très à gauche, progressiste, et visant plutôt une clientèle plus jeune que les médias de service public, par exemple. Donc ou BFM. Donc c'est important de le contrôler et de l'aider à vivre. Parce que, si vous voulez, Brut, il vit de quoi ? D'argent de milliardaires et de publicité. Donc il a des ressources que n'a pas TV Liberté. TV Liberté ne vit que des ressources que vous lui apportez. C'est pour ça que nous pouvons dire des choses que les autres ne peuvent pas dire. Voilà. Et donc, aidez-nous, parce que nous, on ne va pas avoir l'argent de Saadé. Ça, c'est clair. Et on n'en veut pas. Donc ça, on n'en veut pas. Non. On n'en veut pas. Une information que les médias n'ont vraiment pas du tout évoquée, ce sont les incendies post-14 juillet, du moins entre le 13 et le 14 juillet. 793 voitures ont été brûlées. Il n'y a rien dans la grande presse. Là aussi, évidemment, vous avez un commentaire, Jean-Yves. C'est l'occultation. La meilleure des informations, c'est l'occultation. C'est normal qu'il y ait près de 1000 voitures qui brûlent. C'est la manière de fêter le 14 juillet. C'est normal. Voilà. C'est ça, on s'habitue à tout. Et pour conclure les pastiches de l'information, un sujet plus léger, quoique, vous allez voir, on va revenir sur Interville, un drame moderne qui a eu lieu en 2 actes. Le premier numéro d'Interville est sorti il y a 2 semaines, c'est diffusé donc tous les jeudis sur France 2. Son grand retour, ils ont déjà été présents sur TF1, ils étaient avant sur France 3. Interville, ce sont les émissions avec les vachettes. Sauf que là, la reprise, vous allez voir, elle se fait sans les vachettes. Il y a eu un assez franc succès, je dois dire, de cette émission pour sa première diffusion, avec 3,4 millions de personnes, des nostalgiques sans doute, qui ont suivi l'émission. La 2e édition d'Interville aura perdu 1 million de téléspectateurs entre-temps, puisqu'on tombe à 2,4 millions de téléspectateurs seulement qui ont suivi cette émission de jeu, d'amusement. Et d'ailleurs, ils ont été dépassés par TF1 qui diffusait Les Visiteurs, alors que c'est un film globalement que tout le monde a vu. 3 les gens fois. ou 3 fois, voire même 4. Donc les gens n'ont vraiment pas voulu regarder Interville, déçus par sans doute l'absence de vachettes, mais aussi l'absence des grandes villes taurines qui ont été assez agacées de cette décision de ne pas remettre les vachettes.
vachette. Donc il n'y a ni Bayonne, ni Dax, ni Mont-de-Marsan qui participent à Interville. C'est vraiment une première qui se fait sans ces grandes villes qui étaient fondamentales avant dans le jeu. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vachette ? C'est Nagui, le présentateur qui a repris Interville, qui a décidé qu'il n'y aurait plus de vachette. À la place, il y a une mascotte à l'effigie d'une vache qui s'appelle Topa, qui est d'ailleurs conçu par le dessinateur qui a dessiné Titeuf. Voilà, c'est assez laid. Et lors de la dernière édition, elle a failli se retrouver pendue dans des cordages puisqu'elle a été accrochée, cette pauvre mascotte, sur le plateau. Et elle a dû être sauvée par les participants du jeu. Jean-Yves, vous avez peut-être un commentaire sur Interville. Bon, c'est une émission qui était très populaire et qui sont en train de voquiser, donc qui devient moins populaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et Nagui est un peu au bout du rouleau, j'ai l'impression. Il se croit encore en pointe et il est déjà dépassé. Déjà un vieux mâle blanc de plus de 50 ans qui va bientôt alors là, être renvoyé par il faut Delphine dégager Hermans. rapidement. Là, oui. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition d'Immédiat. On se retrouve la semaine prochaine. Vous avez un rendez-vous avec nous. D'ici là, on ne se quitte pas sans le portrait piquant. Jean-Yves, cette semaine, c'est une rediffusion du portrait piquant de Michel Drucker qui va avoir 83 ans en septembre et qui a fait 62 éditions, 62 saisons à France Télévisions. Il a même survécu, c'est dire, à Ardisson. Voilà, on va s'intéresser de plus près à lui. Si ce n'est pas déjà fait, chers téléspectateurs, je vous le rappelle, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, de nous laisser un commentaire et puis vous pouvez également partager cette émission à tout votre carnet d'adresses s'il n'est pas en vacances. Mais s'il est en vacances, après tout, il a le temps de nous regarder. On se dit à très vite, rendez-vous sur TV Liberté et d'ici là, portez-vous bien. L'inoxydable. C'est ainsi que l'on pourrait surnommer Michel Drucker. 60 ans de télévision au compteur et toujours fidèle au poste. Michel Drucker a commencé sa carrière de journaliste en 1964. 60 ans plus tard, il continue de présenter l'une des émissions phares des Français sur France 2. En 6 décennies, la télévision, Michel Drucker s'est construit une image parfaitement lisse de gentil animateur proche de son public. Pourtant, son engagement politique constant et assumé, ou sa proximité avec le pouvoir financier ou étatique, sont rarement évoqués. Michel Drucker est né en 1942 à Vire. Son père, Abraham Drucker, natif de Roumanie, et sa mère, originaire de Vienne, arrivent en France en 1925 et sont naturalisés français un peu plus tard, en 1937. Bien que de confession juive, le chef de famille Drucker a souhaité faire baptiser ses 3 fils. Abraham Drucker sera déporté à Drancy, ce qui marquera la famille. Époux de l'actrice Dany Saval, Michel Drucker aura une liaison tumultueuse avec la journaliste et écrivain africaine Calixte Beyala, qui, dépité, le décrira comme, je cite, un homme qui vit dans le passé d'une France raciste, racialiste. Chevalier des arts et des lettres, officier de la Légion d'honneur, Michel Drucker n'a fait que de courtes études. Son service militaire, au service de l'information des armées, le rapproche de l'ORTF, où il démarre comme journaliste sportif en 1964 à 22 ans. Il commentera le football également sur TF1 et Antenne 2. Il restera jusqu'en 1975 sur la première chaîne de l'ERTF pour rejoindre alors TF1. Il devient impossible ensuite de rendre compte totalement d'une carrière aussi riche où les émissions à succès font florès, La preuve par 4, Sport en fête, Star, Champs-Élysées, j'en oublie, et bien entendu les rendez-vous du dimanche devenus ensuite Vivement Dimanche. En octobre 2011, il annonce voter pour la primaire du Parti socialiste. Il déclare avoir voté pour François Hollande pour le second tour de l'élection de 2012. Son influence politique est réelle. Vivement Dimanche est le talk-show le plus suivi de France, où il était jusqu'à une date récente, avec 15% de part d'audience en moyenne. Une invitation dans l'émission de Michel Drucker
fait donc figure de passage quasi obligé pour les politiques. Proche de Jacques Chirac, du couple François Hollande-Julie Gaillet, mais aussi de Nicolas Sarkozy, il refusera toujours d'inviter Jean-Marie ou Marine Le Pen, alors qu'il reçoit sans sourciller Jean-Luc Mélenchon ou Olivier Besancenot. Nous n'avons pas le temps d'évoquer sa filmographie, ses livres, sa carrière à la radio, ses liens avec la cause d'Israël, ses animations des victoires de la musique ou ses revenus plantureux. Élu fréquemment comme la personnalité préférée des Français, il annonce en 2023 sa retraite pour 2025, avant de le démentir en janvier 2024, considérant que son départ n'est plus d'actualité. Faisons un peu de politique fiction. Michel Drucker étant maintenant quasi immortel, il sera toujours présent en 2027. Si Marine Le Pen est élue à la présidence, refusera-t-il toujours de la recevoir ? Réponse dans 3 ans.